retour dans l'Africa Newsroom pour la deuxième partie. Nous sommes toujours en compagnie de Marianne Cissé, directrice de communication de Oversea, et de notre éditorialiste Maïk Kacher. Tout de suite, le dossier du jour. Culte vaudou, tradition locale, histoire de la traite des esclaves. La ville de Ouidah est sans conteste l'une des principales destinations du tourisme béninois. Elle reçoit chaque année plusieurs dizaines de milliers de touristes. Et à côté des grands hôtels, l'activité des maisons d'hôtes n'a jamais été aussi populaire que ces dernières années. Les touristes y trouvent l'authenticité qu'ils recherchent. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Idelette Mirabel Bissou. L'activité des chambres d'hôtes connaît un essor à Ouidah, l'une des villes historiques et fortement touristiques du Bénin. Située à environ 42 km de Cotonou, elle accueille chaque année des dizaines de milliers de touristes étrangers, pour la plupart curieux de découvrir les principales attractions de cette ville côtière. Une aubaine pour les populations résidentes qui ont multiplié la construction des maisons d'hôtes pour en tirer profit. Un bénéfice partagé car la plupart des touristes, soit pour des raisons financières, mais surtout dans le but de s'imprégner des réalités sociales et culturelles, choisissent ces types de logements au détriment des grandes infrastructures hôtelières. À Ouidah aujourd'hui, il y en a tellement. Mais quand vous rentrez dans Ouidah, tout de suite, vous ne saurez pas. Et même sur Internet, peut-être vous tapez, vous n'aurez que peut-être des hôtels déjà connus, comme chambre d'hôtes, alors qu'en réalité, lorsque le touriste est curieux et il descend à Ouidah, il tombe sur un premier guide, il dit, écoutez, moi je suis fatigué de rester dans les hôtels formels, les hôtels de luxe, etc. Je veux vivre dans une chambre d'hôte, je veux peut-être rester dans, disons, dans le giron social. Ils disent qu'ils viennent ici pour comprendre la réalité du pays, pour voir comment les Béninois vivent, comment les Africains vivent. Donc, ils préfèrent rester avec nous, rester en famille, manger ce que nous mangeons avec nous, notre culture, et ils s'y plaisent. Et nous sommes prêts à vendre notre culture, surtout nos panégyriques, nos danses, nos cultures. Ils aiment trop ça. Parfois, on leur apprend ça et ils savent danser plus que nous-mêmes. Les maisons d'hôtes se veulent le plus souvent les reflets de l'environnement de la ville, à l'instar de la termitière qui accueille depuis quelques semaines des touristes venus de la Belgique. Les maisons d'hôtes sont érigées avec des matériaux locaux. Ça se passe bien, les chambres sont propres et bien équipées. Au début, nous on a posé nos règles et que les propriétaires ont essayé de respecter. Il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Ici, nous sommes à la Termitière, qui est notre maison préférée à Ouidah. Ça apporte quand même quelque chose parce que les touristes, derrière, ils retrouvent ce qu'ils veulent. Être d'abord en sécurité, c'est sûr et certain, ce truc existe à la Termitière. Ça existe depuis longtemps, il n'y a jamais eu de problème. Tu vois. La propriété, tu vois, là, c'est quelqu'un d'ici qui est en train de faire à manger. Plusieurs infrastructures opérationnelles en bordure de mer et dans la cité touristique de Ouidah font office de maison d'hôtes pour les touristes. Il s'agit entre autres de la Casa del Papa Hotel, l'hôtel de la Diaspora ou encore Diegba Hotel. L'hôtel a une capacité d'accueil de chambres d'environ une soixantaine. En bordure de mer, on a 5 bungalows construits en matériaux locaux. Entre la lagune, la mer, environ à 300 mètres de la lagune, on a un espace clôturé avec près plus de 50 chambres de 2 catégories en bungalow et en étage superposé. Les anciennes architectures de la ville constituent un atout pour l'activité des maisons d'hôtes. Certains patrimoines qui incarnent l'histoire de Ouidah sont en grand danger. Il s'agit entre autres de villas privées de style afro-brésilien construites à partir du 19e siècle ou des sites coloniaux administratifs. Vous venez à Ouidah, vous rentrez par exemple au niveau du quartier colonial, vous avez le bureau du commandant du siècle, qui est un bâtiment très ancien, vous avez la résidence du commandant du siècle, vous avez le tout premier tribunal de la ville, il y a les tout premiers riches également de la ville de Ouidah qui ont construit tous ces bâtiments. Et aujourd'hui, ils cherchent véritablement un peu des gens en fait, à restaurer ces maisons pour que cela soit habité. Plusieurs difficultés entravent véritablement l'essor du secteur touristique à Ouidah. Selon de nombreux observateurs, le volet sécuritaire des sites touristiques n'est pas vraiment une réalité. En effet, la sécurité des touristes dans les hôtels et au niveau des logements locaux est assurée par les promoteurs d'hôtels et les propriétaires de maisons d'hôtes.
Si vous prenez la route de l'esclave la nuit, ce n'est pas éclairé. Tout ça là. Donc les touristes sont en danger. Donc lorsqu'ils viennent, il leur faut un temps pour quitter la ville. Ou alors ils sont à leur hôtel, ou alors ils sont dans la ville. Mais c'est que lorsqu'il fait nuit, ils sont en sécurité. Donc on a besoin de l'électricité sur la voie et on a besoin d'un certain nombre de personnes qui assurent leur sécurité. À Ouidah, difficile toujours pour les autorités de mieux contrôler et de tirer profit des revenus issus de l'activité touristique. Le secteur d'activité des chambres d'hôtes à Ouidah n'est pas organisé. De nombreux experts plaident pour une meilleure gestion afin que les acteurs soient accompagnés dans le cadre de la promotion du tourisme local. Il faut une loi pour accompagner vraiment les gens qui commencent. Parce que la loi n'a pas prévu une imposition pour un débutant. Quand tu commences, on t'impose comme si tu as commencé il y a très longtemps. Alors qu'il faut accompagner les jeunes, il faut accompagner les femmes qui veulent vraiment s'essayer, puisque c'est un secteur porteur, c'est un secteur très porteur si c'est organisé. Les chambres, il y en a, c'est peut-être l'accompagnement, le développement du tourisme qui fera vivre ces hôtels et faire développer, rehausser le tourisme. La ville de Ouidah compte plus de 83 000 habitants. Elle garde un cachet traditionnel et se caractérise par un profond brassage des populations. Dans le cadre du développement touristique durable et équitable, plusieurs bâtiments ont fait l'objet d'un inventaire et d'une étude en 2007 selon l'Office de tourisme et du patrimoine. Les conclusions établissent l'urgence de rénover et de restaurer ces témoins de l'histoire afin de préserver l'héritage fragile du patrimoine lié à la traite négrière. D'ici 2021, le Bénin compte élargir et améliorer l'offre touristique en modernisant ses infrastructures grâce à une récente enveloppe financière de la Banque mondiale. Cette dernière est estimée à environ 30 milliards de francs CFA. Marianne Cissé, quels sont les atouts des maisons d'hôtes et pourquoi cela convient particulièrement à une ville comme Ouidah? Déjà, les atouts d'une maison d'hôtes, c'est c'est plus attractif qu'un hôtel. On va chez l'habitant, on est tout de suite lié à la culture d'un pays. Et finissez votre question, c'était quoi la dernière? Voilà, alors c'est un atout, mais pourquoi ça convient particulièrement à une ville comme Ouidah, au Bénin? Pourquoi particulièrement à Ouidah? Parce que déjà, quand on part sur les origines de la ville de Ouidah, qui était quand même un point principal d'exportation des esclaves, quand on y va, on ne peut pas aller avec une mentalité, comment dire, on ne peut pas occulter, on va dire, toute cette histoire. Et donc, je pense que la simplicité des hôtes qui arrivent facilite l'accès aux habitants, donc à la culture. Malik, le tourisme mémorial, c'est une dimension qu'il faut vraiment prendre en compte quand on parle de Ouidah. Oui, effectivement, le tourisme mémoriel a un grand avenir en Afrique et pourquoi pas dans cette ville-là qui justement a un passé particulier. Et justement, la psychologie des touristes commence à évoluer, c'est-à-dire que avant on avait souvent des touristes qui voulaient juste profiter du balnéaire et puis voilà, qui rentraient à l'hôtel sans véritablement être inspirer ou du moins partager justement cette culture qui existe dans ces pays-là. Et là, on est dans une autre psychologie du touriste qui comprend que quand il va dans un pays, c'est aussi une découverte de l'histoire, une découverte de la culture, une découverte de la gastronomie. Donc il y a tout ce patrimoine-là. C'est un patrimoine culturel que le touriste doit prendre en compte et ça l'enrichit lui aussi. Et je pense qu'on est dans une bonne voie au Bénin et dans d'autres pays africains. On essaye de miser sur ce volet-là. Parce que le tourisme, la marbellisation des espaces, ça ne fait plus recette. Et malheureusement, les expériences européennes nous ont montré que ce type de tourisme de masse n'apporte rien de bon sur le plan notamment environnemental. Et en développant le côté mémoriel, on préserve aussi le côté environnemental. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas là dans un type de tourisme qui, je dirais, va vers la bétonisation des espaces ou autre. Et c'est pour ça que ce modèle de maison d'hôtes s'apprête fortement à ce type de tourisme. Marianne, il y a une nécessité de sauvegarde, de mise en valeur du patrimoine? Oui, moi je pense que déjà à Ouidah c'est obligatoire pour les mémoires de toutes ces personnes qui sont parties je crois il y a plus de 2 millions d'esclaves qui sont partis du Bénin vers l'Amérique.
Oui, effectivement. Excusez-moi, j'ai perdu. Allez-y, je vous en prie. Répétez la question, s'il vous plaît. Oui, je parlais de la sauvegarde du patrimoine. Oui, la sauvegarde, c'est important. C'est une dimension à prendre en compte. C'est une dimension qui est... Le fait de sauvegarder le patrimoine va tout simplement permettre aussi de développer ce tourisme-là de maisons d'hôtes. L'un ne va pas sans l'autre. Si on va dans un pays où tout est dégradé, mais ça ne donnera pas du tout envie aux... Ça veut dire quoi? Que les maisons d'hôtes, ça participe à ce processus de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine? Mais bien sûr, puisque ça réinjecte de l'argent dans l'économie, et donc du coup, ça élève le niveau de vie des habitants de l'Ouida, et ça intéresse aussi les touristes d'y aller. C'est beaucoup Malik, les maisons d'hôtes, c'est plus profitable aux populations locales? Oui, parce qu'il y a une sorte de financement direct, c'est-à-dire que ce type justement de tourisme permet aux locaux justement d'avoir des ressources immédiates, directes, de ne pas passer par des intermédiaires qui parfois font des marges assez fructueuses. Donc permettre justement le contact direct entre les locaux et les touristes, ça permettra justement, ça participera au développement économique et social de ces régions qui sont parfois abandonnés par l'État et qui ont du mal justement à être dotés par exemple en infrastructure. Dès lors qu'il y a cette dynamique-là, l'État verra d'un bon œil justement le développement de ces régions en infrastructure parce que forcément, parfois, dans ces espaces-là, nous ne trouvons pas justement les équipements nécessaires. Donc, et on parlait je vais aborder rapidement ce sujet qui a été évoqué justement du patrimoine. Justement, vous savez, il y a des savoir-faire qui se perdent de génération en génération en Afrique et c'est malheureux, nous le constatons parfois. Et ce type de tourisme, cette approche, je dirais, de tourisme, d'aller directement vers les locaux, ça permet de faire revivre une mémoire et de faire revivre certains arts, certains savoir-faire qui ont été perdus. Et du coup, ça fait, je dirais, revivre tout ce patrimoine-là et ça fait enclencher cette chaîne économique. C'est-à-dire que cette commercialisation, par exemple, de l'art permettra aussi le développement de ces artisans qui, parfois, ont du mal à écouler certaines de leurs marchandises. Alors justement, Malik, le Bénin a été classé dans le top 10 des destinations responsables au monde. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Bénin est une destination écotouristique, Marianne ? Oui, on peut dire, je pense que c'est un peu s'avancer aussi de le dire tout de suite, mais bien sûr, le Bénin va devenir, si il est aidé aussi, si il y a de l'argent qui est investi dans le pays pour les infrastructures, effectivement, il sera un pays éco-responsable. Malik, les maisons d'hôtes, les personnes qui tiennent ces maisons d'hôtes, quand ce sont des populations locales, ce ne sont pas encore des professionnels, ça on peut le dire. Alors, comment on régule, comment on contrôle l'activité des maisons d'hôtes? Vous touchez un point qui est intéressant, c'est-à-dire comment justement réguler cette activité et comment permettre, pourquoi pas, de récupérer, je dirais pour l'État, une assiette fiscale ou du moins d'avoir des rentrées fiscales. C'est un défi qui n'a pas été encore relevé, mais en contrepartie, si on veut, par exemple, rendre cette activité dans le formel, parce que si justement l'État délaisse et permet justement aux locaux de s'adonner à une activité, ça peut être une économie, je dirais, une sorte d'économie informelle et justement être sur le long terme une faiblesse justement pour l'économie du pays. Si on veut par exemple permettre à cette activité de rentrer dans le cadre formel, il faut aussi permettre à ces personnes-là d'avoir une formation parce qu'on ne s'improvise pas effectivement maison d'hôte. Mais d'un autre côté, et je serais mitigé sur ce sujet-là, il y a parfois une psychologie du touriste qui forcément ne recherche pas forcément le professionnalisme à tout prix. Oui. Et cette rencontre-là, parfois, quand il n'y a pas ce côté professionnel, ça permet de lier beaucoup plus de relations, de contacts, et ça permettra justement aux touristes de se sentir loin de ces formatages qu'on a l'habitude de voir dans les hôtels ou dans des espaces touristiques où justement il y a un manque, je dirais, d'humanité. Là, il y a un véritable sens du contact entre l'habitant et le touriste. Un mot peut-être là-dessus, Marianne. Après, moi, je dirais juste que le fait d'avoir peur du manque d'humanité n'empêche pas le professionnalisme. Bien sûr. Parce que pour un Européen, par exemple, qui va passer ses vacances à l'Ouida,
on ne sait jamais, il peut avoir des problèmes d'allergie de son enfant, on peut avoir des problèmes de santé, tout un tas de choses. Que le fait de rendre, on va dire, légal, réglementer cette activité, et en plus une activité qui crée de l'emploi aujourd'hui à l'Ouida, je pense que ça va devenir un véritable avenir. Au contraire, pour les habitants. Donc il faut continuer dans ce sens et il faut aider les habitants de l'Ouida en fait, à rentrer dans un format. Merci. Et tout de suite, un rappel des titres qui ont été développés en début de cette émission. Au Niger, une commission parlementaire va enquêter sur l'affaire dite de l'Uranium Gate. Les députés viennent de donner leur accord. Cette commission va enquêter sur une affaire révélée par le journal nigérien Le Courrier. Dans son édition du 16 février, l'hebdomadaire a dénoncé un système de vente circulaire d'uranium entre Areva et le Niger via des sociétés russes et libanaises. Et le président camerounais Paul Biya est en Italie depuis ce lundi 20 mars. Une visite principalement consacrée au renforcement de la coopération. Les secteurs concernés sont notamment l'industrie et l'éducation. Nous allons marquer de nouvelles pauses. En un instant, la troisième partie de l'Africa News.